Bonjour à tous. Nous allons envisager dans le cadre de cette vidéo quelques éléments de correction autour du sujet de procédure civile tel qu'il a été proposé à l'examen du CRFPA 2022. À titre d'introduction, nous ferons quelques remarques sur ce sujet 2022. J'envisagerai également ce qu'il convenait de faire, ce qu'il ne convenait de pas faire, pour vous donner ensuite des éléments de correction. Il ne s'agit pas ici de vous proposer une correction détaillée de ce sujet 2022. En effet, nous réservons la correction détaillée à nos étudiants inscrits à la prépa CRFPA 2023. Quelques remarques d'abord sur ce sujet 2022. D'abord, première remarque que l'on pourrait faire sur ce sujet, c'est que c'est un sujet en réalité qui est extrêmement classique en procédure civile. C'est un sujet classique dans la mesure où il se situe dans le sillage, dans le même état d'esprit que les sujets de procédure civile, que les énoncés de procédure civile de ces dernières années. En effet, ici, c'est dans le même esprit dans la mesure où on retrouve même le même nom de l'avocat Maître Big Data, qui est maintenant un personnage récurrent des énoncés de cas pratiques de procédure civile pour l'examen du CRFPA. Ce qui montre encore que c'est classique, l'on va dire, comme énoncé, c'est qu'ici, toutes les questions étaient des questions d'actualité. Questions d'actualité tant d'un point de vue légal, en effet, il convenait d'appliquer ici à plusieurs reprises les différentes réformes. Je pense notamment au décret du 11 décembre 2019, les nombreux décrets ensuite qui ont suivi, comme le décret du 11 octobre 2021, ou ensuite le décret et son arrêté d'application du 25 février 2022. Bref, vous l'aurez compris, l'examen du CRFPA, en tout cas en procédure civile, est avant tout un examen d'actualité. Mais c'est aussi l'actualité d'un point de vue jurisprudentiel. En effet, toutes les questions ici de ce cas pratique devaient être traitées à l'aide de la jurisprudence et de la jurisprudence extrêmement contemporaine. Quand je dis de la jurisprudence contemporaine, c'est de la jurisprudence de ces 3 dernières années. Et ici, nous avions envisagé dans le cadre des cours, mais aussi dans nos polis, tous les aspects de ce cas pratique. J'ai encore le souvenir du cours de l'année dernière sur la procédure d'appel, où j'avais clairement dit aux étudiants en cours, attention, cette question, on le verra tout à l'heure, cette question sur la déclaration d'appel sur le fichier XML et son annexe en PDF, c'est une question qui va tomber le jour de votre examen. Même chose, toujours dans ce même cours, j'avais clairement dit aux étudiants, même si c'est déjà tombé les années précédentes, attention, les chefs de jugement expressément critiqués, ça va encore tomber cette année, même si c'est tombé les années précédentes. Donc, sujet finalement classique, premièrement parce que c'est dans le même esprit que les cas pratiques des années précédentes. D'ailleurs, à n'en pas douter, c'est le même auteur qui a rédigé ces cas pratiques, certainement un universitaire. Ensuite, question d'actualité en matière de procédure civile, ce qui veut donc dire que c'est très prévisible. Et enfin, question classique encore, c'est la moitié du cas pratique qui porte à nouveau encore sur la procédure d'appel. Et c'est tout à fait logique que la moitié du cas pratique porte sur la procédure d'appel. En effet, la procédure d'appel a fait l'objet d'une réforme par le décret du 6 mai 2017. C'est désormais la jurisprudence qui interprète toutes les dispositions issues du décret du 6 mai 2017, ce qui a pour conséquence qu'il y a une jurisprudence extrêmement abondante en matière de procédure d'appel. Ainsi, dans le cadre de nos polycopiers, il y a dans une partie actualité la procédure d'appel et elle est extrêmement dense en raison de toute l'actualité qu'il y a en matière de procédure d'appel. Plus il y a de jurisprudence, plus ça va constituer, à n'en pas douter, une source d'inspiration pour les rédacteurs du cas pratique de procédure civile. Qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant et qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas faire? Ce qu'il ne fallait pas faire, à mon sens, sur ce cas pratique-là, c'était de se précipiter
dans la résolution du cas pratique. En effet, et comme dans tout cas pratique de procédure, il y a toujours des subtilités dans le cadre de la résolution du cas pratique. Et ici, dans ce cas pratique-là, les subtilités tenaient notamment à toutes les dates qui étaient données. Il fallait également, et c'est un peu la conséquence, il fallait ici ne pas se perdre également dans toutes les indications temporelles. Ce qu'il ne fallait pas faire non plus, mais là c'est plus lié à la préparation, c'est de ne pas travailler l'actualité. Ici, si on ne travaillait pas l'actualité, à mon sens, c'était presque impossible de réaliser les cas pratiques. En effet, tous les cas pratiques sont inspirés de jurisprudence qui figurent toutes dans nos polycopiés que l'on a envisagées aussi dans le cadre des cours. Il faut, en matière de procédure, maîtriser toute la jurisprudence. Et la jurisprudence contemporaine, c'est-à-dire la jurisprudence des 3 dernières années, jusqu'au jour presque de l'examen. En effet, ici, il y avait une question notamment, alors je pense que le cas pratique avait été rédigé avant, mais il y avait une question où on pouvait se fonder sur un arrêt du 8 juillet, un avis de la Cour de cassation plus précisément, on pouvait se fonder sur un avis du 8 juillet 2022. Assurément, le cas pratique a été rédigé avant et ils ont complété la corrigée avec cet arrêt du 8 juillet, avec cet avis, du 8 juillet 2022. Il faut donc que durant votre préparation, vous travaillez tout le temps l'actualité et évidemment en matière de procédure d'appel et bientôt de procédure devant le tribunal judiciaire puisqu'on va bientôt avoir les arrêts qui vont tomber en matière de procédure devant le tribunal judiciaire. Enfin, dernier, ce qu'il ne fallait pas faire également, c'était de ne pas maîtriser son temps. En effet, vous le savez, l'épreuve de procédure civile, mais toutes les procédures, c'est une épreuve qui est extrêmement courte, une épreuve de 2 heures. D'autant plus que vous n'êtes pas habitué en général à traiter un cas pratique en 2 heures. Classiquement à l'université, c'est une épreuve de 3 heures. Il faut donc maîtriser toute la procédure. Et là, ça rejoint en réalité votre préparation durant l'année. Il est impératif en procédure civile de parfaitement maîtriser les différentes étapes de la procédure et les spécificités surtout de chacune des procédures. En effet, la procédure devant un juge de proximité n'est pas la même que la procédure devant le tribunal judiciaire, qui n'est pas la même également que la procédure en appel. Qu'est-ce qu'il convenait de faire maintenant? Premièrement, c'était de procéder à une lecture extrêmement méthodique du cas pratique. En effet, il était impératif ici de lire très attentivement l'énoncé qui nous est proposé. Je pense ici par exemple à la dernière question. Même si on n'avait pas toute la jurisprudence, on devait concilier 2 régimes juridiques, le régime des nullités de procédure, pour vice de forme, et la question de la caducité. Et donc ici, c'était une question de conciliation entre ces 2 régimes juridiques. J'y viendrai dans le cadre de la correction. Ce qu'il fallait faire, et j'ai beaucoup insisté dessus jusqu'à présent, c'était évidemment de parfaitement maîtriser toute l'actualité en procédure civile. Maîtriser l'actualité, surtout en matière d'appel. Enfin, qu'est-ce qu'il convenait de faire? C'était de maîtriser également les différents délais de procédure pour s'assurer, d'une part, que les délais ont été respectés, voir s'il n'y a pas eu d'erreur, d'autre part, pour vérifier aussi le régime applicable, la loi applicable, la date d'entrée en vigueur pour affirmer à chaque fois, oui, c'est bien cette disposition qui était en vigueur au moment de cet acte de procédure. On va passer maintenant à quelques éléments de corrigé de ce cas pratique. Je vais vous donner surtout les fondements généraux, je ne vais pas rentrer dans le détail. On avait ici, d'un point de vue formel, 2 cas pratiques distincts. Notez 10 points chacun. Première partie, c'était la procédure devant le tribunal judiciaire. Deuxième partie, c'était une procédure d'appel. Alors, ici, au niveau du barème, il est assez surprenant, quand même, ce barème. Pourquoi? Parce que la première partie, il n'y avait en réalité presque aucune difficulté. Et c'était presque, j'ai envie de dire, 10 points qui étaient donnés au candidat, cette première partie. En revanche, la deuxième partie, sur la procédure d'appel, également 10 points, était, à mon sens, bien plus
complexe à traiter que la première partie. Pour autant, le barème était identique. Première partie, la procédure devant le tribunal judiciaire. 2 questions nous sont posées. Première question qui nous est posée, c'est de savoir quelle est la valeur, quelle est la portée d'une expertise, non pas judiciaire, mais d'une expertise dans le cadre d'une convention de procédure participative de mise en état. Une nouveauté qui avait été introduite notamment par les réformes récentes en matière de procédure et qui a été en plus modifiée par le décret du 11 octobre 2021. Donc en substance, les faits nous disaient qu'on est dans une procédure devant le tribunal judiciaire, qu'on en est au stade de la mise en état, et il s'interroge sur la possibilité de conclure une telle convention au regard d'une exigence d'une des parties de solliciter une expertise et quelle serait la valeur de cette expertise. La convention de procédure participative est envisagée aux articles 1546-1 et suivants du Code de procédure civile et son cadre général déterminé par les articles 2062 et suivants du Code civil. En substance, ici, les parties, depuis le décret du 11 octobre 2021, qui a modifié l'article 1554 du Code de procédure civile, peuvent tout à fait recourir à une telle expertise et surtout, l'apport du décret du 11 octobre 2021, c'est de préciser que le rapport d'expertise dans le cadre d'une convention de procédure participative a la même valeur qu'une expertise judiciaire. 4 points. À mon sens, c'était vraiment 4 points ici de donner au candidat. Deuxième question, également de manière assez étonnante, 6 points où il était seulement question en réalité d'une prescription, et en plus on nous précise dans la question que vous n'avez pas à vous prononcer sur le fond de la prescription, vous deviez simplement envisager le régime juridique de la prescription, c'est-à-dire d'envisager l'article 122 du Code de procédure civile qui traite des fins de non-recevoir et de leur régime. Et ensuite, pour aller quand même gagner ces 6 points ici, il fallait argumenter, préciser que désormais, depuis le décret du 11 décembre 2019, cela relève de la compétence du juge de la mise en état. Et on pouvait aller encore un peu plus loin en envisageant les formes pour saisir le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, à savoir appliquer finalement l'article 791 du Code de procédure civile, qui précise spécialement qu'il faut adresser des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, qui sont distinctes des conclusions. Ici, il faut donc adresser des conclusions spécialisées. 6 points, pour 10 points au total pour toute cette première partie, alors qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Deuxième partie, qui était plus longue et à mon sens beaucoup plus complexe, traitait de la procédure d'appel. Première question que l'on nous posait ici sur la procédure d'appel, elle est relative à la déclaration d'appel et au fameux fichier XML qui est utilisé dans le cadre du RPVA et de son annexe, le fichier PDF. Tout part d'ici, en réalité, d'un arrêt sur lequel j'avais beaucoup insisté avec mes étudiants l'année dernière, c'est l'arrêt de la deuxième chambre civile du 13 janvier 2022, qui a entraîné et qui a eu pour conséquence le décret du 25 février 2022 et son arrêté également du 25 février 2022 également. Donc point de départ ici de votre raisonnement, c'était de partir de l'article 901 du Code de procédure civile et notamment son 4e, qui précise que les chefs du jugement expressément critiqués, auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Et ensuite, il fallait envisager justement les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le fichier XML et l'annexe. Alors, pourquoi cette difficulté ? Tout simplement parce que dans le fichier XML, donc la déclaration d'appel envoyée par le RPVA, contient une limite technique. Cette limite est de 4080 caractères. C'est extrêmement peu pour des litiges qui peuvent être parfois complexes. Aussi, c'est développer la pratique de l'annexe, c'est-à-dire qu'on rajoute un fichier PDF pour développer. Quelle mention doit comporter
le fichier XML, quelles mentions doivent comporter également le fichier PDF. Et ici, c'est le décret du 25 février 2022 ainsi que son arrêté du 25 février 2022 qui vient éclaircir la situation, plus on ajoute, puisque c'était postérieur, l'avis de la Cour de cassation dans sa deuxième chambre civile du 8 juillet 2022 qui précise notamment les règles d'entrée en vigueur sur ce point. Aussi, en conséquence, Maître Big Data, ici, doit renvoyer expressément à l'annexe dans sa déclaration d'appel. Deuxième question que l'on nous posait, qui est extrêmement classique également en procédure, ou en tout cas attendue, ce sont les conséquences de l'absence d'indication des chefs de jugement expressément critiqués. La déclaration d'appel, article 901 du Code de procédure civile, est appréhendée par l'article 901, ici peut faire l'objet d'une double sanction, dégagée par la jurisprudence. Soit on considère ici que lorsqu'on n'indique pas les chefs de jugement expressément critiqués, c'est une règle de forme, donc la sanction est la nullité pour vice de forme, ou alors, sanction encore plus radicale, c'est l'absence d'effet dévolutif de l'appel. La Cour de cassation, et la jurisprudence est désormais extrêmement claire, retient cette double sanction. En réalité, tout va dépendre à quelle hauteur de la procédure l'on en est. Première possibilité, on en est au stade de la mise en état devant le conseiller de la mise en état. Dans ce cas-là, l'intimé va soulever la nullité pour vice de forme de la déclaration d'appel devant le conseiller de la mise en état. Si on a dépassé la mise en état, on est au-delà, on est au fond maintenant, dans cette hypothèse-là, la Cour d'appel considère que le juge n'est saisi d'aucun litige. Question aussi qui avait été largement traitée dans les polycopiés, mais également en cours. Troisième question aussi, qui était assez attendue encore, c'est l'absence d'indication de l'infirmation du jugement. 3 points. Point de départ, c'est l'article 954 du Code de procédure civile. En effet, dans l'énoncé, on nous précisait ici que dans les actes de la procédure, les actes d'appel, ne figurait pas l'infirmation du jugement. Point de départ, article 954 du Code de procédure civile, qui précise la structure des écritures en appel. Ensuite, article 542 également du Code de procédure civile, qui prévoit que l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement. On a plusieurs sanctions qui sont envisageables. Première sanction dégagée par la jurisprudence, c'est l'irrecevabilité des conclusions irrégulières et la conséquence que cela entraîne, c'est la caducité de la déclaration d'appel. Deuxième sanction, dégagée également par la jurisprudence en 2020 et en 2021, c'est de préciser que la Cour d'appel, dans cette hypothèse-là, ne peut que confirmer le jugement. En effet, la Cour de cassation a affirmé que lorsque l'appelant ne demandant dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la Cour d'appel ne peut que confirmer le jugement qui a été rendu en première instance. Donc question ici, une fois de plus, d'actualité. Dernière question qui était posée, ce sont l'assesseur des conclusions ici qui ont été émises à fin de caducité. En effet, dans le cadre de ce dernier point, l'intimé sollicite le prononcé de la déclaration de la caducité, sollicite la caducité de la déclaration d'appel en se fondant sur une nullité pour vice de forme. Or, la caducité peut être proposée à n'importe quelle hauteur de la mise en état, tandis que la nullité pour vice de forme ne peut être proposée qu'avant toute fin de non-recevoir ou avant toute conclusion au fond. Et en plus, il faut rapporter la preuve d'un grief. Ici, l'appelant doit donc, au regard du régime juridique de l'article 114 et une nouvelle fois de la 114 du Code de procédure civile et au regard de la jurisprudence, ici, l'appelant peut tout à fait s'opposer à la demande de caducité qui est soulevée de la déclaration d'appel en se fondant sur le fait que l'intimé n'a pas respecté les conditions du prononcé de la nullité de la signification, c'est-à-dire avant toute conclusion au fond
et il n'a pas rapporté la preuve d'un grief. Ici, la nullité portait spécifiquement sur la signification d'un acte de procédure qui n'avait pas été réalisé à la bonne adresse. En conclusion, que dire de ce cas pratique de 2022? En résumé, il s'agit d'un cas pratique avant tout de méthode. En effet, si on a la bonne méthode pour lire les cas pratiques, faire une lecture extrêmement précise d'un point de vue juridique, de nombreux points du cas pratique étaient relativement faciles. Et ici, il faut le coupler avec des connaissances, il faut parfaitement maîtriser les différentes étapes de la procédure, mais surtout, et c'est à mon sens le plus important pour la procédure, il faut parfaitement maîtriser l'actualité en matière d'appel et de manière plus générale, de maîtriser l'actualité en matière de procédure civile qui est de plus en plus abondante en la matière. J'en ai terminé avec ces quelques éléments de correction de l'examen du CRFPA en procédure civile. Je vous souhaite à tous bon courage pour votre préparation. Au revoir.